Donc, moi, je me suis dit que, bon, on vous a parlé de la piscine, visiblement. Moi, j'allais plutôt vous parler de la notion de quantité et de qualité d'eau, un peu en amont, et notamment en lien avec le vivant et en lien avec le cycle de l'eau verte, parce que c'est probablement pour nous enfin, plus important. Enfin, différents, si pas le degré d'importance entre eau verte et eau bleue, mais en gros, c'est le cycle, enfin, la version du cycle de l'eau qui est la moins connue, qui est la plus fondamentale et qui est certainement aussi la plus clé par rapport à la question de la santé. C'est ça qu'on va explorer. Alors, l'idée, c'est qu'on va aller aussi un peu à explorer parmi ce qui est les derniers travaux scientifiques disponibles sur certains aspects. Et puis voilà, je ne vais pas vous parler de mémoire de l'eau parce que c'est des sujets que je ne maîtrise pas du tout, donc je n'irai pas jusque-là. Mais on va commencer par parler de notion de quantité d'eau et notamment du rôle des forêts pour nous permettre d'avoir une quantité d'eau non négligeable. Cette fameuse eau verte, donc cette eau qui est disponible pour le vivant dans les végétaux et dans les sols. Et il se trouve que en fait, les forêts, c'est elles qui font la météo sur les continents. Pourquoi? Parce que les arbres projettent dans l'atmosphère des noyaux de condensation, donc des composés organiques, ça on le sait, hein, des terpènes, voilà, toute une variété de composés organiques qui, une fois arrivés dans les nuages, vont permettre aux gouttelettes d'eau contenues dans les nuages de condenser, de former une goutte, et puis, mécanique d'emballement, la goutte va grossir et va tomber en pluie. Sans ça, sans ces petits composés organiques des arbres, c'est très difficile pour un nuage de former de la pluie, à cause de ce qu'on appelle l'effet Kelvin. Il faut beaucoup d'énergie pour rassembler de la vapeur d'eau et la faire former une goutte. Mais si vous avez une petite poussière, là, ça fait le noyau de nucléation et on en arrive aux gouttes. Donc l'idée, c'est que vous avez un premier jeu d'évaporation à la surface des océans. Vous savez, ça s'est accéléré beaucoup par les variétés de plancton, qui viennent du soufre notamment, et qui accélèrent le phénomène d'évaporation. Et puis, ces masses d'humidité vont arriver par les nuages, mais sur les terres, et donc vont pleuvoir une première fois, vont être absorbées par la végétation et évapotranspirées. Et puis, va y avoir ce phénomène de recondensation dans les nuages, repluie, recondensation, etc. Et par ce biais-là, les forêts vont porter les pluies jusqu'au cœur des continents. Il faut savoir qu'au-delà de 100 km des côtes, 70% des précipitations, puis 90 plus on s'éloigne, mais ouais, jusqu'à 90% des précipitations ne sont plus dues à l'évaporation de la mer, mais sont dues au phénomène d'évapotranspiration et de pluie qui est généré par les forêts. En gros, sans les forêts, vous n'avez pas de pluie au cœur des continents. C'est le mécanisme qu'on appelle la pompe biotique, mise en évidence par Gorchkov et Markareva, qui ont fondé une véritable unité de recherche sur ce phénomène-là depuis la Russie, mais qui depuis est repris aussi par d'autres scientifiques, et notamment pour analyser ce qui se passe au-dessus de l'Amazonie. On sait que une goutte de pluie tombe 6 fois sur le bassin amazonien et va peu transpirer, voilà, retombe, etc., par l'action des arbres 6 fois en traversant tout le bassin amazonien de part et d'autre. Donc, ce qui permet de mesurer l'importance de ce phénomène-là. Et puis, du côté de l'Amazonie, on a même ce phénomène Arte avait fait un documentaire là-dessus, mais des rivières volantes, où ces masses d'humidité d'évapotranspiration, elles sont aussi poussées par les vents, poussées par une force de Coriolis, de la planète qui tourne sur elle-même, mais vers le sud, au-delà de ce qu'on appelle les cellules de Hadley, qui sont normalement des déserts, parce que il y a un effet d'assèchement. Enfin, je ne joue pas ces détails, mais si vous prenez le nord de l'Argentine, par exemple, là où vous avez les chutes d'eau d'Iguassou, c'est une région qui devrait être désertique. Sur ces latitudes-là, tu n'as que des déserts, en fait, de part et d'autre. C'est les cellules de Hadley, le désert du Kalahari, voilà. Et pourtant, c'est une région qui est très humide, très fertile, hein, c'est un rectangle d'or de l'agriculture latino. Et ça, c'est grâce aux rivières volantes qui viennent d'Amazonie. Et d'ailleurs, les chutes d'Iguassou ont perdu 1/5 de leur débit en 20 ans, notamment à cause de la déforestation en Amazonie. Donc là, on commence à toucher du doigt un problème qui est que moins vous avez de végétaux, moins vous avez d'arbres, moins vous avez de régulation du cycle des pluies. Donc ça, c'est le premier mécanisme de comment est-ce que le végétal génère une quantité d'eau. C'est celui qui est le plus connu, hein, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler, presque. Donc là, je vous ai mis les grandes rivières volantes. Donc, je vais parler de celle de l'Amazonie, mais on a celle qui traverse la forêt boréale
eurasiatiques, et notamment les forêts du Nord, qui en fait charrient une humidité qui vient de l'Atlantique jusqu'à l'Asie de l'Est. Donc c'est quand même, on est sur des gros flux, hein. La rivière volante qui survole l'Amazonie et qui va vers l'Argentine, c'est plus que le débit de l'Amazon, du fleuve Amazon. Voilà, et donc ça, c'est un phénomène commence à être un peu documenté. Ce qu'on sait moins, c'est le rôle des champignons là-dedans. Et ça, on commence à découvrir que, bon, en fait, l'ensemble des champignons de la planète, ça émet dans l'atmosphère 50 millions de tonnes de spores par an. Pour vous donner une idée, ce qui retombe de ces spores sur le sol, si vous prenez 1 mm² de sol, ça donne l'équivalent de 1000 spores. 1000 micrograines de champignons sur 1 mm². Et en fait, ces micrograines, ces spores de champignons, elles ont une super capacité de noyau de condensation dans les nuages. Et en plus, on découvre que les spores des champignons montent jusqu'aux nuages grâce à la pluie, ce qu'on appelle l'effet Venturi, des petites absorptions post-vortex. Quand une goutte de pluie tombe, elle crée un mini-vortex de vent, un effet d'aspiration qui emmène le spore, qui est hydrophobe quand il est dans l'air, donc qui évite les gouttes, mais qui se fait absorber par la petite traînée qu'il y a derrière, et qui remonte comme ça jusqu'au nuage. Et là, parce que changement de température, changement de pression, le spore qui était hydrophobe devient hydrophile. C'est un peu de la magie du vivant, et du coup il attire l'eau, et puis il crée... Et donc c'est par ce mécanisme-là que aussi les champignons se répandent sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Mais voilà, ça a une partie très importante. Le cycle de nos pluies est aussi de manière importante modifié par les champignons, et ça, on a encore un petit peu de mal à le quantifier, mais on l'avait sous-évalué. Et puis, alors, autre phénomène un peu moins connu, pour le coup, c'est l'effet de condensation. C'est l'idée que une partie substantielle de l'eau dont ont besoin les végétaux pour leur circulation vient d'un double phénomène de condensation. En gros, pour faire simple, plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Donc la journée, l'air est chaud, il contient pas mal de vapeur d'eau, l'évapotranspiration des arbres là-dedans. Voilà. Mais la nuit tombe, il n'y a plus de soleil, et forcément, la température de l'air diminue, et du coup, l'air va chasser sa vapeur d'eau, qui va condenser sur toutes les surfaces qu'elle peut. Donc ça, c'est la rosée. C'est pour ça qu'au petit réveil, tout est mouillé, c'est l'extraction de la vapeur d'eau de la colonne d'air, parce qu'il y a eu un effondrement des températures la nuit. Donc, plus vous avez une forêt qui est riche, qui est touffue, qui a du coup de feuilles et donc de surface de condensation, plus vous avez une forêt qui profite de la rosée. Et en plus, quand il fait froid, donc l'eau ne s'évapore pas, donc elle peut percoler dans les sols. Hein, il y a à peu près la moitié de cette rosée-là qui reste une bonne partie de la journée, voire plus, dans les sols, et qui va alimenter les aquifères aussi. Donc ça, c'est le deuxième grand phénomène. Ce qui nous dit aussi que quand vous avez des forêts en monoculture, vous avez un plus gros risque que les vents ne s'engouffrent pas dans une forêt diversifiée en créant encore une fois, des vortex qui amènent l'humidité jusqu'au cœur de la forêt. Donc, en gros, que le vent rebondisse sur une surface homogène, une canopée homogène, et donc, en fait, dégage de l'humidité et donc assèche la forêt. Les forêts en monoculture sont évidemment beaucoup plus vulnérables aux incendies, aux sécheresses, que des forêts diversifiées. Pour ce phénomène-là, mais surtout pour un autre phénomène qui est que quand vous avez une monoculture d'arbres, les systèmes racinaires des arbres sont tous les mêmes. Mais dans une forêt diversifiée, vous avez un chêne, par exemple, ça vous envoie des racines pivots, des racines verticales sur 100 à 200 mètres. On va même retrouver jusqu'à 300 mètres. Un hêtre, ça a des racines beaucoup plus horizontales. Donc quand vous enchevêtrez ces différents arbres, ces différents systèmes racinaires, vous avez une surface de sol qui est beaucoup plus importante, en contact avec l'humidité, avec les nappes phréatiques, et avec d'autant plus d'espèces de champignons. Donc une forêt qui résiste mieux aux sécheresses. Donc ça, c'est pour le phénomène de condensation. On estime que c'est entre 30 et 50% des apports de la plante en eau qui viennent de la condensation. Donc c'est pas que les pluies, hein, c'est loin d'imaginer ça. Et puis troisième mécanisme, encore moins connu et pourtant fondamental, qui est la condensation créée directement par la photosynthèse. La photosynthèse, c'est je colle des molécules d'eau et des molécules de CO2, je les éclate et puis je recolle les atomes pour créer du sucre, du glucose, avec l'énergie du soleil. Bon, mais quand vous
construisez des grosses molécules de glucose avec des petites molécules de CO2 et d'eau, vous construisez plus de liaisons atomiques. Les molécules sont plus grosses. Et des liaisons atomiques, c'est de l'énergie qui est emprisonnée, l'énergie thermique qui est emprisonnée sous la forme de liaisons atomiques. Donc en gros, la photosynthèse, en créant des grosses molécules, crée aussi du froid. C'est un phénomène endothermique. Ce qui fait qu'à la surface de la feuille, sur les premiers microns, sur les premiers millimètres à la surface de la feuille, vous avez un grand différentiel de température avec le reste de l'air qui est chaud en été, etc. Et ça fait effet pare-brise, hein, ça fait la condensation. Et donc là encore, ça c'est plutôt ce qu'on appelle la rosée du soir. Donc ça, c'est les 3 grands mécanismes par lesquels une quantité d'eau dans le système météorologique est rendue disponible pour les sols, pour les aquifères et donc pour l'eau bleue. Hein, l'eau bleue, c'est l'eau douce qui est visible. Mais en passant à ce point-là par les arbres, par les végétaux, on peut se poser aussi la question de quelle qualité ça donne à l'eau. Je vous ai parlé de la photosynthèse juste avant, mais en fait, on connaît mal l'équation complète de la photosynthèse. L'équation complète de la photosynthèse, donc quand vous rajoutez des gros paquets de molécules, en fait, nous dit que la photosynthèse, elle combine du CO2 et de l'eau pour faire du glucose, mais aussi de l'O2, donc du dioxygène, voilà, et de l'eau. Voilà, il y a de l'eau résiduelle. Et cette eau-là, c'est de l'eau nouvelle. C'est-à-dire que la plante, elle a éclaté de l'hydrogène et de l'oxygène, et ensuite, après la photosynthèse, elle les a recombinés pour créer une eau qui est du coup nouvelle. Donc, en fait, la photosynthèse, dans l'organisme de la plante, va diffuser une eau qui est nouvelle. Bon, première question, c'est quelles sont les propriétés de cette eau nouvelle? Puisque, tu l'as dit, hein, une eau, elle porte une information. Et donc, cette eau-là, elle va commencer à circuler dans la plante, premièrement dans les chloroplastes, donc les organites, créés là où se passe la photosynthèse, mais dans les chloroplastes, vous voyez qu'il y a une sorte de vortex, une forme de spirale. Et ensuite, dans le tronc, dans toutes les brindilles, dans tous les tissus de la plante, vous avez une eau qui va circuler dans des canaux, dans des micro-canaux, qui sont eux-mêmes en forme de spirale. Et donc, dans ces spirales-là, des tissus conjonctifs de la plante, vous avez des phénomènes de loi microfluidique qui fait que l'eau monte très facilement. Hein, la plante, elle pompe de l'eau que parce qu'il y a de l'eau qui s'évapore à la surface de ses feuilles. Donc c'est une aspiration qui est très douce, qui est très légère. Mais pourtant, un chêne adulte en été, ça vous sort 500 litres d'eau par jour. Donc il y a quand même une capacité de traction, d'aspiration de l'eau qui est très importante. Donc ça, c'est rendu possible grâce à des phénomènes quantiques, qui est que, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, mais sur les parois qui sont en spirale à l'intérieur des tissus de la plante, vous avez un effet d'aspiration presque naturel. Il faut très peu d'énergie pour créer cet effet de pompe. Mais là, on peut se dire que chaque arbre a des tissus, a des canaux différents. Un bouleau, ça n'a pas la même forme de canaux qu'un sapin, etc. Donc, chaque arbre va informer l'eau qui circule en lui d'une manière différente. Donc, on peut se dire que dans un monde où on mettrait un arbre sous cloche, on récupérerait son évapotranspiration pour en faire des bouteilles d'eau, pas de l'eau de bouleau en l'occurrence, mais de la vraie eau pure, mais qui vient de telle ou telle essence, ça serait intéressant d'en tester les propriétés. Voir si ça a telle ou telle influence. Aussi parce que nos ancêtres druides, quand quelqu'un avait une pathologie, ils leur prescrivaient de passer un temps donné sous une espèce, sous une essence d'arbre donné. Peut-être qu'il y avait une connaissance qui s'est perdue, mais en tout cas, voilà, on peut dire du coup que chaque forêt a son identité d'information de l'eau. Et donc cette eau qui reste dans la plante, elle va constituer aussi les cellules. Et donc c'est ce que tu disais, hein, les travaux de Gerald Pollack, qui est un physicien américain. Lui, il a découvert la 4e forme de l'eau, c'est l'eau qui est dans le vivant, notamment sur les parois cellulaires. Il s'est rendu compte que quand vous avez une surface qui est hydrophile, donc vos cellules, les tissus d'un arbre, etc., l'eau, elle va se structurer sous forme cristalline sur 4 ou 5 molécules d'épaisseur, donc c'est pas beaucoup, mais elle va s'ordonner pour former une véritable membrane plasmique, mais un enchevêtrement d'atomes d'eau ordonnés, voilà, en ligne droite comme ça, sur quelques couches, et avec des propriétés électriques, qui est que va y avoir une polarité négative qui va se former dans cette membrane d'eau,
état différent, là où polarité positive dans le reste de l'eau qui est dans la cellule. Mais si vous, effectivement, si vous n'avez pas ce phénomène-là, l'eau de votre corps, par exemple, serait beaucoup plus sujette à la gravité. On galérerait à la retenir bien ferme dans nos cellules et ça poserait des problèmes. Mais bon, voilà, on a des séquoias qui font 120 mètres de haut. On imagine bien à quel point ce phénomène est important. Et on nous suggère aussi qu'elle a des capacités d'hydratation qui sont meilleures qu'une eau classique, en l'occurrence. Si vous mangez une pastèque l'été, voilà, de l'eau qui est vivante, hein, qui est contenue dans les cellules d'une plante, elle va vous hydrater beaucoup mieux que si vous dissociez l'eau de la pastèque avec le sucre de la pastèque et les vitamines de la pastèque, et que tout ça est plus vivant et tout. Bon. Et puis, donc une fois que je vous ai décrit un peu l'eau qui était présente dans le végétaux, et ses propriétés qu'on soupçonne un peu, mais le végétaux, à un moment, il va mourir. Et cette eau qui était contenue dans les tissus, bah là, encore une fois, va se retransformer. C'est le phénomène inverse de la photosynthèse, le phénomène de la dégradation de la matière végétale. Et donc là, bah, vous avez pareil, du glucose, plus de l'oxygène qui vont se redonner du CO2, bon, de l'hydrogène et de l'eau. En gros, vous avez une deuxième salve d'eau nouvelle avec le processus de dégradation, de putréfaction du bois. Donc, quand vous avez un sol forestier qui est chargé en bois mort, c'est du bois qui, en se dégradant, va relarguer un petit peu d'eau à diffusion lente, comme ça. Mais ça nous intéresse en agroforesterie, par exemple, parce que un sol qui est riche en racines mortes, etc., c'est peut-être aussi une irrigation goutte à goutte par en dessous. Alors, ce n'est pas un phénomène massif, hein, on parle de 5 ou 10% de l'eau d'un sol, peut-être un peu moins, mais ça reste conséquent. Et surtout quand il fait très sec. Et toute cette eau qui est présente dans le sol, qui percole par la rosée, de par les mécanismes que je vous ai dit, bah, c'est cette eau-là qui va alimenter les sources. Et encore une fois, pour un clin d'œil à nos ancêtres, mais on a des sources qui étaient considérées comme thérapeutiques, qui soignaient tel ou tel mot, mais on peut aussi émettre l'hypothèse que ces sources, si elles ont des vertus particulières, c'est parce qu'elles sont l'empreinte de l'information d'une forêt particulière, qui a des essences particulières. Voilà, peut-être qu'une source qui sort d'une forêt de sapins n'a pas les mêmes propriétés qu'une source qui sort d'une forêt mixte, ou qu'à Brocéliande, le cocktail d'arbres, de mousses, de fonges, fait que les sources qui sortent de là emportent une information différente, etc. Bon, voilà, peut-être que, en tout cas, nos ancêtres construisaient leur lieu de culte à proximité de ces sources. Bon, ben voilà pour ce petit rapide tour d'horizon de la question, encore une fois, de la quantité et de la qualité de l'eau qui nous vient du vivant et qui alimente de merveilleuses piscines vivantes aussi. Merci.